L'honorable Didier Moumengi, vous le connaissez tous, ministre honoraire de communication, qu'on va applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et qui va nous parler d'une page d'histoire de ce pays. Pourquoi ce nom et pourquoi ces lieux? Il a l'art oratoire pour nous en parler. Honorable Didier Moumengi, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Peuple du Grand Congo, jeunesse congolaise, nous n'avons pas le droit de vivre sans mémoire. En oubliant ou en méprisant notre propre histoire, on oublie notre force vitale. On oublie la distinctivité mémorielle de notre particulier parcours humain ici-bas. Une nation n'est puissante que lorsqu'elle a des héros dont elle doit se montrer digne en s'élevant à leur hauteur, en leur donnant les honneurs et les hommages qu'ils méritent, en restant soudés à leur flamme combattante. Jeunes et enfants du Grand Congo, regardez cet uniforme-là. Aujourd'hui, Nembe, d'auréoles, d'adynamie, des pusillanimités, des cortèges de maladresse. Cet uniforme-là est le lointain écho des prouesses militaires inédites des vaillants guerriers qui, jadis, donnèrent hardiment leur vie pour la grandeur de l'âme congolaise, bien loin de cette terre sacrée du Congo. Ils ont, hier, accompli et rempli avec fierté leur devoir de soldats de la paix en Afrique et dans le monde. Puissent leur vaillance et leur abnégation nous animer à jamais aujourd'hui et que nous puissions aujourd'hui contraindre à la paix tous ceux qui veulent détruire ce grand Congo que nul ne peut dominer. Ces pays que nul ne saura ni ne pourra prononcer son oraison funèbre. Leur sacrifice a écrit à l'encre indélébile que le Congo vivra à jamais indivisible et insoumis. Vaillants combattants endormis dans l'éternité, reposant dans la gloire, dans l'honneur et la dignité, ils veillent sur l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays pour lequel ils ont versé leur sang. Lorsque, le 4 août 1914, à 7h30 du matin, l'armée impériale allemande envahit la Belgique par Liège et que le roi de Belge, Albert Ier, lance un appel à la mobilisation générale, 20 000 volontaires belges se présentent dans les centres de recrutement, parmi eux 32 braves Congolais. Le 4 août 1914, François Mabila signe au 9e régiment des lignes, tandis qu'Antoine Manglouki rejoint la 15e batterie de siège à Anvers. Ils sont 5 Congolais à rejoindre le régiment d'artillerie qui défend les sièges de Namur. Il s'agit de Paul Pantafarnana, d'Albert Koudjabo, de Léon de Kassa, de Paul Baillon et l'honoré Fataki. 5 autres Congolais se portent volontaires à Charleroi. Il s'agit d'Antoine Boimbo, de Pierre Mbimba, de Thomas Serres, d'Honoré Koulou et de Jacob Ilanga. Joseph Droven, né d'un père belge et d'une mère congolaise, s'engage, lui, dans le régiment des grenadiers, etc., etc. Nous, Congolais d'aujourd'hui, nous avons le devoir de ne jamais oublier ces 32 héros congolais de la Première Guerre mondiale en territoire européen. Retenons bien leur nom. Ils s'appellent Paul Pantafarnana,
Antoine Manglouki, Joseph Adipanga, Albert Koudjabo, François Mabila, Honoré Koulou, Pierre Alamon, Jean Balamba, Paul Bayon, Antoine Boimbo, Édouard Bolia, Camille Bolofo, Antoine Bonjo, Eugène Bonkakou, Pius Bouclou, Léon Decassa, Joseph Droven, Michel Longo, Joseph Lopico, Pierre Bimba, Jacques Bondo, Jules Moquet, Antoine Mona, Pierre Sangwali, Thomas Serres, Sébastien Simba, Pierre Sumbu, Antoine Yoka. En sortant de l'oubli les noms de ces Congolais d'honneur, aux faits d'armes remarquables, ces soldats résolus d'autrefois, nous signifions notre refus d'oublier que dans nos veines circulent de fabuleux ressorts de vaillance militaire et d'aplomb combatif. En disant cela, je tiens à rappeler avec force une vérité à ne jamais étrangler. La malédiction s'abat toujours sur le peuple qui oublie les gloires et les hauts faits de leurs dévanciers. Aujourd'hui, à l'heure où le pays semble rouler inexorablement vers l'abîme, nous remettre en phase de ce qu'ils ont été et à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Telle est la clé de la résurrection de l'état d'esprit guerrier et victorieux qui piaffe d'impatience dans notre ADN. Nos ancêtres n'ont pas été que soldats héroïques en Europe. Dès le 7 août 1914, nos valeureux aïeux ont bravé les flammes et le feu sur plusieurs théâtres d'opérations et campagnes militaires de la Première Guerre mondiale en Afrique. Ces jours-là, la France et la Grande-Bretagne lancent l'attaque sur le Cameroun, qui à l'époque était une colonie de l'Allemagne, pays ennemi. Les Allemands ont montré une résistance farouche. Mieux, ils repoussent hardiment l'offensive franco-britannique. Le gouvernement français appelle au secours la force publique du Congo belge. Du 30 septembre 1914 à avril 1916, 10 officiers et 570 soldats congolais de la force publique, dont le sergent Mambamou, le caporal Masinganda et le premier sergent Barazi, participent aux côtés des troupes françaises à l'assaut du Cameroun. Le 28 janvier 1916, les Allemands abandonnent le Cameroun et les drapeaux belges, français et anglais flottent à Yaoundé. Après plus de 18 mois de bataille, les vaillants militaires congolais retournent triomphalement au pays par Boma le 16 avril 1916. Le 15 août 1914, les troupes allemandes stationnées au Rwanda attaquent Uvira et occupent l'île d'Idjui sur le lac Kivu. Les Allemands deviennent maîtres du lac Kivu et du lac Tanganyika. Le 22 août 1914, la force publique du Congo entre en guerre contre les colonies allemandes sur tous les fronts africains. Le 4 octobre 1914, première éclatante victoire. La ville de Kisenyi, en territoire rwandais, est conquise par les forces congolaises. Le 12 janvier 1915, les Allemands se jettent à corps perdu sur Luvungi, dans la vallée de Ruzizi, entre le Tanganyika et le Kivu. Ils se heurtent à une farouche résistance de la force publique congolaise. De 1914 à la fin 1917, grâce aux victoires militaires de la force publique congolaise, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne étendirent leurs possessions coloniales aux territoires colonisés naguère par l'Allemagne. Le 6 mai 1916, la force publique du Congo défait la Schutztruppe, l'armée coloniale de la Deutsche Ostafrika à Kigali, et le Rwanda devint une colonie
belge. Le 6 juin 1916, le 2e régiment de la force publique congolaise s'empare de Bujumbura, tandis que le 1er régiment marche sur Kitega le 17 juin. Ainsi, le Burundi passa sous l'administration coloniale belge. Mieux, le 21 août 1919, le Conseil suprême des Alliés, États-Unis, France, Angleterre, Japon, Italie, avalise l'accord belgo-britannique et le 31 août 1923, le Conseil de sécurité des Nations Unies attribue à la Belgique le mandat de tutelle coloniale sur le Rwanda et le Burundi. La ville de Kinshasa, au début de sa construction, s'était voulue la gardienne fidèle de la mémoire de ces sangs congolais versés pour la paix dans le monde, au travers des avenues et des rues dans les communes de Barumbu, Kinshasa, Lingwala et Kitambo, qui commémorent le sacrifice suprême des Congolais pendant cette Première Guerre mondiale. Il s'agit notamment des Rwakadingi, en souvenir de la guerre du 27 janvier 1916 au Rwanda, des Nyanza, en mémoire de bataille du 19 mai 1916 au Rwanda, des Kitega, en souvenir des affrontements du 16 juin 1916 au Burundi, l'avenue Kato, en mémoire de la guerre du 3 juillet 1916 en Tanzanie, des Kigoma, pour rappeler la grande bataille du 28 juillet 1916 en Tanzanie, des Tabora, en souvenir des combats du 16 et du 19 septembre 1916 en Tanzanie, d'Itaga, en mémoire des combats de septembre 1916 en Tanzanie, d'Isoke, en mémoire de la guerre de septembre 1916, toujours en Tanzanie, des Dodoma, en souvenir des combats d'août à novembre 1917 en Tanzanie, des Mahenge, en mémoire de la guerre du 9 octobre 1917, toujours en Tanzanie. 20 ans après cette Première Guerre mondiale, l'Europe, encore l'Europe, et toujours l'Europe s'incendie à nouveau. Mais aussi les Congos, encore les Congos, et toujours les Congos au cœur des tribulations guerrières de l'Europe. Du 29 au 30 septembre 1938, se réunissent à Munich le Führer allemand Hitler, le président du Conseil français Édouard Daladier, le premier ministre britannique Neville Chamberlain et le duce italien Benito Mussolini. Hitler réclame sans équivoque le rattachement des Sudètes de la Tchécoslovaquie au Reich allemand. Le Britannique Neville Chamberlain fait une contre-proposition à Hitler. Et quelle proposition? Sans consulter le gouvernement belge, encore moins le Portugal, les ministres britanniques Chamberlain proposent à Hitler de prendre le Congo et l'Angola en double cadeau territorial colonial comme prix de la paix en Europe. Hitler en accure, il s'en moque, il veut les Sudètes tchèques où habitent des populations germanophones. Mieux, il assure aux Français Édouard Daladier et aux Britanniques Chamberlain qu'une fois ces derniers problèmes résolus, l'Allemagne aura atteint ses objectifs territoriaux en Europe et ses frontières définitives. Il n'y aura plus la guerre. Ainsi, affirma-t-il, pince sans rire, que l'Europe connaîtra ensuite la paix pour 1000 ans. La France et l'Angleterre, entre crédulité et naïveté, cèdent les Sudètes à l'Allemagne sans consulter la Tchécoslovaquie en échange de la promesse nazie de ne pas s'attaquer à d'autres parties de l'Europe. Dès le 1er octobre 1938, l'Allemagne annexe les Sudètes, territoire de Tchécoslovaquie. En mars 1939, malgré ses promesses, Hitler occupe Prague, capitale de Tchécoslovaquie, et réclame la ville polonaise de Danzig. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne.
Le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie attaque la Belgique. 18 jours après, le 28 mai 1940, la Belgique est complètement occupée par l'Allemagne nazie. Près de 2 millions de Belges se jettent sur les routes de l'exil, en France principalement. Les membres du gouvernement, les militaires, les députés, les sénateurs, tous se retrouvent en France. Léopold III, roi de Belgique, est fait prisonnier. Pendant que le gouvernement, le Parlement et les militaires sont en exil, y compris les ministres des colonies, les militaires congolais de la force publique se battent aux côtés des forces britanniques sur plusieurs théâtres des opérations en Afrique. Les effectifs mobilisés vont s'élever jusqu'à 40 000 gradés, soldats et porteurs congolais en 1943. En février 1941, le 11e bataillon d'infanterie de la force publique congolaise rejoint les forces britanniques déployées sur les longs du Nil, entre Djouba et Khartoum. Le 11 mars 1941, les contingents congolais s'emparent d'Assosa, en Éthiopie. Les victoires sur les Italiens, alliés des nazis allemands, se succèdent. Gambela tombe le 23 mars 1941. Sayo est repris et pris par les Congolais le 3 juillet 1941. Les militaires congolais font plus de 15 000 prisonniers italiens et leurs supplétifs éthiopiens, dont 9 généraux de l'armée d'Italie. Les combats en Éthiopie s'achèvent fin novembre 1941. Le bilan est néanmoins assez lourd. Côté belge, 4 soldats morts et 6 blessés graves. Côté congolais, 42 morts et 5 disparus au front. Par ailleurs, 193 soldats sur un total de 3380 sont morts de suite des maladies ou des blessures. Côté congolais, le bilan est autrement plus lourd. 274 sur un total de 2328 ont péri d'épuisement et de diverses maladies, et principalement de la dysenterie. Peuple du Grand Congo, jeunesse congolaise, les héros des victoires militaires de la force publique congolaise en Éthiopie s'appellent les brigadiers Likili. Défiant la mort en faisant preuve d'une bravoure inouïe, les brigadiers Likili étaient à la tête de l'unité d'artillerie qui est allée libérer Assosa, Sayo et Gambela. Son héroïsme a été enseveli sous terre par les colonisateurs belges, craignant que les héros congolais de l'Éthiopie deviennent les héros de l'indépendance du Congo. Ces héros est mort sans sépulture, enterré on ne sait où. Pire, son nom a été uniquement traîné dans la boue. Nous devrions tous et toutes avoir honte de nous être fait complices de la transformation de cet illustre nom de Likili en mot de moquerie signifiant soldat de bas étage ou piou-piou sans grade. Il n'est jamais tard pour bien faire. Décidons aujourd'hui d'en finir avec cette vile injustice en réhabilitant la mémoire de notre illustre ancêtre Likili, héros oublié de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a au Congo beaucoup de Likili qui sont oubliés. Nous avons le devoir de rendre hommage à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont vécu et aux sacrifices qu'ils ont faits pour la grandeur de notre patrie. Nos voyants soldats ne se sont pas arrêtés en Éthiopie. Du 18 mars au 20 juillet 1943, après la capitulation italienne, un corps expéditionnaire spécial s'était déployé en Égypte, principalement à Suez. Puis, une brigade est allée au Moyen-Orient, en Palestine. Plusieurs centaines d'autres militaires congolais ont été affectés à des tâches de garnison au Nigeria, entre octobre 1942 et novembre 1942, en Somalie entre janvier
1941 et août 1942, à Madagascar entre septembre 42 et mai 43, et jusqu'en Birmanie entre novembre 1943 et janvier 1946. De ces épopées militaires, seuls quelques noms des rues et avenues des communes de Giringiri et de Kasavubu commémorent ces exploits militaires congolais, à savoir les avenues Ethiopie, Gambela, Assosa, Sayo, Birmanie, Force publique et Victoire. Quant aux vaillants militaires congolais qui marquèrent aussi de leur présence courageuse et multiforme les différents champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, seuls quelques noms sont restés dans l'histoire, notamment Gaston Diomi, Pierre Canon et Victoire Lundula, tous assistants médicaux ayant servi notamment en Birmanie. À la fin des années 50, Gaston Diomi avait été élu bourgmestre en Giringiri, Pierre Canon à Lingwala et Victor Lundula à Jadotville, à Likasi. Par ailleurs, Louis Bobozo, Eugène Ebeya et Norbert Mouké Masuku, qui, après avoir combattu en Éthiopie, sont restés dans l'armée nationale congolaise, même après l'indépendance. Peuple du Grand Congo, jeunesse congolaise, ces rues et avenues qui évoquent les souvenirs du sang de nos aïeux versés pour la paix dans le monde, transformons-le en lieu de tourisme, de réarmement moral et d'éveil patriotique. À nos héros qui, pour la paix des autres, ont accepté de sacrifier leur vie, montrons-nous dignes de leur héritage. Leur sang nous dit que servir la grandeur de la République démocratique du Congo, servir le peuple congolais, comme ils l'ont jadis fait lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, revient à accepter aujourd'hui tous les sacrifices, y compris celui de mourir pour le Congo, mourir pour la grandeur du Congo. Hier, ils ont tué et ont été tués pour que l'Europe puisse vivre en paix. On les appelle aujourd'hui des anciens combattants. Dorénavant, appelons-le les héros congolais de la paix dans le monde. Aujourd'hui, je m'adresse à ces illustres ancêtres. Voyez vous-même la jeunesse congolaise en ce lieu et en ce jour du 27 septembre 2024, rassemblés au milieu de cette avenue qui se nomme Gambela. Cette ville d'Éthiopie qui a dans son sous-sol les cadavres sans tombeau de bien de nos guerriers ancêtres. Nous sommes tous et toutes ici pour formuler ensemble le vœu que nos militaires d'aujourd'hui deviennent ce que vous avez été hier, illustres ancêtres. Même si nous sommes lâchement abandonnés par ce que vous avez servi, ce que vous avez aidé, ce que vous avez sauvé hier lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, en ce lieu mémoriel, faisons la prière que les sangs de nos aïeux versés pour la paix dans le monde arrosent l'arbre de la paix dans la partie est de notre pays. Et enfin, en nous inclinant bien bas devant l'héroïsme de nos braves ancêtres, offrons-le en exemple perpétuel aux jeunes Congolais, à l'école, dans nos chansons, dans nos pièces de théâtre, dans nos conversations de tous les jours, afin que leurs cendres fertilisent en permanence la bravoure de nos militaires d'aujourd'hui. Honneur à nos illustres ancêtres, valeureux soldats d'avant-hier et d'hier, morts pour le Congo. En hommage à leur mémoire, prêtons serment de bâtir en toute hâte l'unité ontologique perpétuelle de la nation congolaise dont le socle devra être la construction d'une armée professionnelle,
plus puissantes, plus nombreuses, mieux équipées, mieux formées, mieux intégrées, plus industrielles, plus technologiques. En effet, la vocation de la République démocratique du Congo est d'être une puissance économique, une puissance écologique, une puissance militaire, une puissance culturelle et sportive au cœur de l'Afrique. Sans quoi, le Congo ne serait plus la patrie de Simon Kimbangu et du combat du siècle. Tel est notre rang. Un rang qui ne peut malheureusement pas se décréter. Un rang qui ne peut être le fruit d'une rente. Seule cette perspective de puissance militaire, économique, écologique, culturelle, sportive est à même d'être la garantie pour notre pays d'exercer sa souveraineté, de défendre les richesses de son sous-sol et d'aiguiser la capacité de notre pays à porter une voix écoutée et respectée en Afrique et dans le reste du monde. Je vous remercie.